La question de l'existence des extraterrestres tire derrière elle une multitude d'autres questions, que ce soit en chimie, en biologie, en cosmologie ou même en métaphysique, et notamment la question de Dieu. Alors qu'allons-nous faire dans cette vidéo? On va reprendre la pensée de trois astrophysiciens connus et reconnus au sein de la communauté scientifique, et trois astrophysiciens qui ont des pensées, des opinions radicalement différentes sur la question de l'existence des extraterrestres et sur la question de Dieu. Et à travers leurs arguments, on va pouvoir explorer toutes les questions qui se cachent derrière cette question de l'existence des extraterrestres. À titre personnel, je suis catholique, croyant, pratiquant, j'ai fait des études de biologie et j'ai toujours été fasciné par toutes les questions autour de l'espace et notamment par cette question de l'existence d'une vie sur d'autres planètes. Donc bienvenue dans cet épître consacré à Dieu et aux extraterrestres. Alors, quel est le point de départ sur ce questionnement à propos de la vie extraterrestre? Le point de départ, c'est ce qu'on appelle le principe de médiocrité. Alors, qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est le principe que dans l'univers, il y a des milliards et des milliards de planètes. Donc, que finalement, la Terre est un astre médiocre, mais en réalité, le terme plus juste serait le terme banal. C'est un astre banal. Il y aurait des milliers, des milliards et des milliards de terres dans l'univers. Donc finalement, ce qui est arrivé sur notre planète, il n'y a pas de raison de penser que ça ne va pas arriver sur d'autres planètes. Donc c'est ici en fait le point de départ de cette croyance dans la vie extraterrestre. Mais nous allons voir qu'à partir de ce point de départ, il y a une multitude d'embûches. Et nous commençons tout de suite avec l'abiogenèse. Alors la biogénèse, c'est quoi? La biogénèse, c'est l'étude de la naissance de la vie. Autrement dit, c'est comment, à partir d'un monde entièrement minéral, c'est-à-dire d'un monde sans vie, d'un monde constitué uniquement d'eau et de cailloux, la vie arrive-t-elle à émerger? En effet, dans l'univers, il y a une époque où l'univers était entièrement minéral. Et aujourd'hui, sur Terre, en tout cas au moins sur Terre, il y a de la vie. Or, la vie, bien que ce soit un phénomène qui puisse nous paraître assez banal, assez commun, c'est un phénomène d'une étonnante complexité. À un tel point que si on s'en tient aux lois de la physique, aux lois de la chimie, la vie est une anomalie. Pour le dire autrement, la vie n'aurait jamais dû exister. Si vous prenez une planète entièrement minérale avec de l'eau, que vous la mettez à une bonne distance du Soleil, comme une sorte de jumelle de la Terre, par exemple, qu'on mettrait à la même distance du Soleil. D'un point de vue strictement scientifique, si vous revenez des milliards d'années plus tard, ce que vous allez retrouver sur cette planète, c'est des cailloux et de l'eau. Il n'y a absolument aucune chance pour que subitement se mettent à se développer des bactéries, à se mettre à grandir des dinosaures, des oiseaux, à ce que vous voyez pousser des plantes. Il n'y a absolument aucune chance à cela. C'est-à-dire que, en termes de statistiques, pour que les molécules se rassemblent entre elles et constituent une cellule cohérente, vivante, capable de se reproduire, capable d'évoluer, il n'y a absolument aucune chance. Voilà. La vie est une anomalie, et une anomalie qu'on ne sait pas aujourd'hui résoudre. On ne comprend pas comment la vie a pu naître. Alors la biogénèse émet des morceaux de théorie, essaye d'envisager certaines possibilités, mais aucune de ces possibilités n'a été validée, et même ces possibilités ne sont que des fragments d'une histoire qui aurait pu se passer. Je vous cite à titre d'exemple une citation de Francis Crick, qui a été prix Nobel de médecine pour avoir découvert l'ADN. « Un honnête homme, armé de tout le savoir à notre portée, se devrait d'affirmer que l'origine de la vie paraît tenir du miracle. Tant il y a de conditions à réunir pour la mettre en œuvre. » Nous sommes donc ici avec d'un côté des milliards et des milliards de planètes et d'un autre côté un phénomène qui nous paraît une anomalie, un phénomène qui ne devrait pas exister, à savoir la naissance de la vie.
Et c'est ici le point de départ de la réflexion de Christian Magnan, notre premier astrophysicien. Alors, qui est Christian Magnan ? Donc, je vous dis en 2 mots là, sa petite biographie. Christian Magnan est un astrophysicien français, sous-directeur au Collège de France. Il a exercé son travail de recherche à l'Institut d'astrophysique de Paris et au groupe de recherche en astronomie et astrophysique du Languedoc à l'Université de Montpellier. Donc voilà, donc c'est un astrophysicien, comme je disais, connu, reconnu, voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Pour comprendre la pensée de Christian Magnan, il faut au préalable que je m'arrête sur un point. Pour les scientifiques, il y a 2 possibilités. Soit la vie est un accident, c'est-à-dire qu'elle est le résultat de la rencontre aléatoire de molécules qui ont fini par faire du vivant. Soit, deuxième possibilité, l'univers est programmé pour faire du vivant, c'est-à-dire que la matière va tendre à faire du vivant lorsque les conditions le permettent. Mais si l'univers est programmé pour faire du vivant, ça implique qu'il y a un programmeur, une intention, une volonté, un objectif dans l'univers, autrement dit un Dieu. Christian Magnan se dit athée, matérialiste et rationaliste. Ça implique pour lui que la vie ne peut être que due au hasard. Autrement dit, la vie est un accident. C'est le résultat de la rencontre aléatoire de molécules. Christian Magnan, en fait, il va mettre des chiffres sur ce qu'on vient de voir. Il nous dit, dans la galaxie, dans notre galaxie, il y a en gros 10 puissance 12 planètes, ce qui est un chiffre énorme, c'est-à-dire 10 avec 12 zéros. Dans l'univers, là, je relisais récemment, on estime entre 10 puissance 20 et 10 puissance 30 planètes. Donc, ce qui est un chiffre aussi absolument colossal. Mais il nous dit, aussi important soit ce chiffre, il est dérisoire par rapport aux chances que la vie a d'émerger de manière aléatoire. Donc il prend appui sur Jacques Monod, donc un prix Nobel de biologie, un prix Nobel en biologie français. Et il estime que les chances que la vie a d'émerger accidentellement sont de 1 sur 10 puissance plusieurs millions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la chance qu'il y ait la vie qui émerge sur une autre planète dans l'univers, elle est donc de 10 puissance 30 sur 10 puissance plusieurs millions. Autrement dit, il n'y a absolument aucune chance que la vie émerge sur d'autres planètes. Il n'y a aucune chance qu'il existe des vies extraterrestres. Donc, voilà, ce qui est intéressant ici, dans son positionnement, c'est que finalement, on s'aperçoit que si on est athée, matérialiste et qu'on va jusqu'au bout de ses idées, ce que fait Christian Magnan, si on va jusqu'au bout de ce que ça implique, eh ben, ça implique qu'il n'existe pas d'extraterrestres, tout simplement, qu'on est absolument seul dans l'univers. Aussi radical et aussi brutal que puisse être cette pensée pour certains, voilà, Christian Magnan dit j'aimerais bien que les extraterrestres existent, en gros, mais concrètement, lorsque je vais jusqu'au bout des choses, eh ben, il est absolument impossible qu'il y ait de la vie extraterrestre ailleurs. Alors, bon, moi, je partage pas forcément son opinion, mais en tout cas, je reconnais à Christian Magnan une certaine exigence dans sa pensée et qui va jusqu'au bout de ce qu'il croit. Et d'ailleurs, Christian Magnan reproche à beaucoup de scientifiques, finalement, de ne pas aller jusqu'au bout de leur logique. C'est-à-dire qu'il dit, lorsqu'un scientifique se dit athée et en même temps dit que l'univers est peuplé d'extraterrestres, il dit non, c'est pas possible, il y a une incohérence. Donc il y a un côté aussi un peu contre-intuitif à ça. C'est-à-dire parfois, voilà, je peux lire ici et là des personnes qui disent, si justement, si on est rationnel, athée, etc. En fait, il y a que les croyants qui, de manière un peu égocentrique, qui pensent que l'homme est la créature voulue par Dieu, qui pensent qu'il n'existe pas de vie ailleurs. Là, on s'aperçoit que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est précisément par un présupposé matérialiste qu'on aboutit à la conclusion qu'il n'existe pas de vie ailleurs, en fait. Donc il y a un côté un peu contre-intuitif, finalement, à cette posture de cet astrophysicien.
Mais voilà, le chemin ne s'arrête pas là, loin de là, nous passons à notre deuxième astrophysicien. Notre deuxième astrophysicien se nomme André Maeder. Donc André Maeder, si je vous donne quelques éléments biographiques, donc c'est un astrophysicien suisse qui est professeur à l'université de Genève, directeur de l'Observatoire astronomique de l'Université de Genève. Il était vice-président du Sénat des professeurs d'université. Enfin voilà, donc c'est un astrophysicien aussi universitaire, connu et reconnu. Voilà, il n'y a pas de question là-dessus. Donc il a écrit un ouvrage qui se nomme L'unique Terre habitée, donc dans lequel justement il se propose sur lequel il s'interroge sur l'existence possible de vie extraterrestre. Et donc lui part dans une direction totalement différente de celle de l'astrophysicien français qu'on a vu précédemment. Alors d'abord, qu'est-ce que je pense de cet ouvrage? Alors je pense que c'est un bon livre, c'est-à-dire qu'il est clair, il est simple à lire, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour pouvoir le lire, il est tout à fait compréhensible. C'est une mine d'informations. Après, j'ai quand même quelques reproches à lui faire, sur lesquels je vais venir tout de suite. Notamment, le premier reproche, c'est que donc il va travailler sur d'autres questions, sur d'autres aspects que celles d'astrophysicien français dont on vient de parler. Mais finalement, la question de la possibilité de l'émergence de la vie par hasard est une question qui balaye d'une phrase. C'est-à-dire sur tout son livre, cette question en fait qui est la question centrale qu'on vient de voir précédemment. En fait, il n'en tient absolument pas compte. Et notamment, simplement, ce qu'il dit, c'est la plupart des scientifiques pensent que la vie émerge dès qu'elle en a la possibilité. Voilà, point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... en fait, il ne voit pas les implications que ça a et il n'en parle pas. Voilà, c'est passé complètement à la trappe. Alors que ça me semble être une question quand même assez centrale. Et je trouve dommage que pour un livre... dont la question c'est précisément existe-t-il de la vie ailleurs, on passe cette question complètement à l'as, qu'on balaye d'un revers de la main. Dire que la vie naît dès qu'elle en a la possibilité, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans un environnement purement minéral, dire que dès que cet environnement est propice à voir la naissance de la vie, la vie émerge effectivement. Ça, c'est une théorie spéculative. C'est-à-dire que on n'en a absolument aucune preuve. On l'a jamais observé. Peut-être qu'on va l'observer un jour. Notamment, là, il y a en février 2021, la mission Persévérance, donc, a fait atterrir un véhicule sur Mars, a pour objectif de trouver des traces de vie sur Mars. Donc, si cet objectif réussit, on pourra dire en effet que la vie a émergé sur Mars et donc potentiellement que la vie cherche à émerger dès qu'elle en a la possibilité. Mais aujourd'hui, tant qu'on n'a pas ces réponses, ça reste purement de la spéculation. Donc lorsque André Maeder dit la plupart des scientifiques pensent que la vie émerge dès qu'elle en a la possibilité et finalement balaye cette question en disant on va voir les autres questions, ça c'est la plupart des scientifiques, là c'est une pensée qui est purement spéculative. Il n'y a aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo aucune preuve, aucun argument allant dans ce sens. Voilà, on n'en sait rien. Alors qu'est-ce que nous dit André Maeder, puisque lui du coup il part sur d'autres problématiques. Ce qu'il nous dit, c'est que lui ne croit pas au principe de médiocrité. Le principe de médiocrité, c'est quoi? C'est finalement, il existe des milliards et des milliards d'autres planètes, donc autant de possibilités pour la vie d'émerger sur ces autres planètes. Christian Maeder nous dit, ça c'est ce qu'on pensait avant, et finalement maintenant qu'on observe d'autres planètes, ce qui est assez récent, ça date de la fin des années 90, qu'on a pu observer hors du système solaire d'autres planètes, on se rend compte que la Terre est une planète exceptionnelle. Je vais reprendre ici simplement 3 ou 4 éléments
pour vous permettre d'apprécier ce caractère exceptionnel. Pourquoi l'eau liquide en surface est-elle absolument nécessaire? Pourquoi la vie ne pourrait-elle pas être faite à partir de fer liquide, par exemple? Eh bien, ce n'est pas parce que les scientifiques manquent d'imagination. La vie, comme nous l'avons vu, est un agencement très complexe de molécules. La vie a besoin de faire des molécules très conséquentes pour remplir une multitude de tâches. Ces molécules, que l'on nomme protéines, sont comme des petits robots aux fonctions très diverses. Par exemple, la chlorophylle transforme l'énergie lumineuse en énergie chimique. Or, la seule combinaison qu'on connaisse permettant de faire des macromolécules, c'est faire des structures de carbone dans de l'eau liquide. C'est pour ça que les scientifiques cherchent systématiquement des planètes avec de l'eau liquide. Car sans eau liquide, il n'y a pas de vie. Sans eau liquide en surface, il n'y a pas de civilisation extraterrestre. Si la Terre est trop proche du Soleil, à ce moment-là, il n'y a plus d'eau liquide, toute l'eau devient gazeuse. Si la Terre s'éloigne trop du Soleil, toute l'eau devient gelée, c'est-à-dire sous sa forme solide. Donc en fait, il n'existe qu'une route assez fine autour du Soleil dans laquelle l'eau est liquide. C'est-à-dire qu'il faut que la planète soit dans cette route autour du Soleil. C'est-à-dire qu'en gros, ce que nous dit André Maeder, c'est que par exemple, la Terre, elle n'est qu'à quelques pourcents de la limite inférieure de cette route. C'est-à-dire que si la Terre était un peu plus proche du Soleil, mais quand je dis un peu plus proche, c'est juste quelques pourcents par rapport à la distance à laquelle elle est aujourd'hui du Soleil, et bien toute l'eau à la surface de la Terre deviendrait de l'eau gazeuse et rendrait toute vie impossible. Autrement dit, il faut arriver déjà, pour qu'il y ait de l'eau liquide à la surface de la planète, que les planètes soient à une distance très particulière de l'étoile autour de laquelle elles gravitent. Et ce qui rend la chose plus délicate encore, c'est que les planètes forment une ellipse autour de leur Soleil. Donc c'est-à-dire qu'en fait, elles ne forment pas un cercle, mais elles forment une ellipse. Or, une ellipse va avoir tendance à sortir forcément de cette route autour de son étoile. C'est-à-dire que si elle est dans la route au moment où l'ellipse est la plus étroite, c'est-à-dire que lorsque l'ellipse, lorsqu'on est sur la partie la plus éloignée, finalement, on va sortir de cette route et du coup, l'eau va se mettre à geler. Or, la Terre a cette aussi particularité que l'ellipse que la Terre fait autour du Soleil, c'est presque un cercle. C'est-à-dire que non seulement notre planète, elle est à bonne distance du Soleil, mais en plus, elle reste à une distance quasiment constante du Soleil. Ce qui est peu probable. Une planète peut être à n'importe quelle distance de son étoile et peut avoir des ellipses très elliptiques, au contraire plutôt circulaires. Mais ça, c'est juste un des critères. Mais c'est pas tout. Dans le système solaire, il y a Jupiter qui est une planète énorme. Et Jupiter sert de bouclier à la Terre. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui peut aussi détruire la vie, en fait, la vie, elle a besoin d'avoir un environnement assez constant pendant plusieurs millions d'années pour pouvoir se développer. Or, si des astéroïdes arrivent sur la planète, ils peuvent ravager la vie. Bon, on l'a vu notamment, c'est l'hypothèse actuellement la plus en vogue pour l'extinction des dinosaures, ce serait une comète qui serait écrasée sur la Terre et qui aurait finalement peut-être fait un nuage de poussière qui crée un effet de serre colossal qui tue les dinosaures. Donc c'est une des hypothèses sur l'extinction des dinosaures. Mais ce qui est sûr, c'est que si on a un astéroïde trop important qui s'écrase sur la Terre, eh ben ça éteint toute forme de vie sur Terre. Or, ce qui nous protège de ces gros astéroïdes, c'est Jupiter qui attire les gros astéroïdes à elle et qui nous sert de bouclier. Il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus et qui montrent que sans Jupiter, en fait, on aurait été statistiquement bombardé de gros astéroïdes assez régulièrement, ce qui aurait empêché à la vie de se développer.
Donc là encore une fois, il faut être dans un système solaire où il y a une planète assez importante au niveau dimension qui finalement nous protège des différents astéroïdes. Je vous donne juste un dernier élément. Le noyau de la Terre est un noyau de fer. Et ce noyau de fer, donc il y a des mouvements, c'est du fer liquide, des mouvements qui génèrent un champ magnétique autour de la Terre. Ce champ magnétique joue le rôle d'un bouclier indispensable à la vie. En effet, il y a des vents solaires qui projettent des particules qui sont létales pour la vie. Or, ce champ magnétique généré grâce à ce noyau de fer crée un bouclier qui empêche ces particules létales d'atteindre la Terre et du coup qui protège le monde vivant. Sans ce noyau ferrique, sans ce noyau ferrique liquide, sans ce bouclier de champ magnétique, sans ce champ magnétique, la Terre, la vie n'aurait pas pu se développer sur Terre. Donc là aussi, ça veut dire qu'il faut une planète avec un noyau liquide métallique, ce qui est aussi, ce qui est globalement improbable. Donc si vous voulez, lorsqu'on multiplie tous ces éléments aussi improbables les uns que les autres, eh ben on arrive à la chance d'avoir une planète réunissant les conditions nécessaires pour l'apparition de la vie extrêmement faible. Donc André Maeder nous dit, donc selon lui, voilà, le principe de médiocrité finalement est un principe qui est faux. Lui, il croit au principe de terre rare. C'est pas terre rare, c'est pas les métaux, hein. Les terres rares, c'est de la Terre, la planète rare. Donc il nous dit simplement, voilà, que pour lui, il est possible qu'il n'y ait qu'une seule planète comme la Terre réunissant ces conditions dans l'univers entier. Et en gros, s'il y en a d'autres qui existent, elles sont peu nombreuses. Parce que là, je vous ai cité juste quelques éléments nécessaires à l'émergence de la vie, mais en réalité, d'après André Maeder, il existe 800 caractéristiques que remplissent la Terre, qui sont absolument nécessaires, chacune d'entre elles est nécessaire à la vie. Donc 800. Donc si vous multipliez donc à chaque fois le peu de chances que chacune a de se retrouver effective, eh ben, on arrive à une situation où il y a finalement très très peu de chances de rencontrer une autre planète similaire à la Terre. Alors je dois apporter quand même un autre élément. Donc André Maeder, lui globalement, veut croire à l'existence de vie extraterrestre. Et d'ailleurs, ce qui est un peu paradoxal dans son livre, c'est que quand on lit son livre, on a l'impression qu'il a envie d'y croire, mais en fait, au fur et à mesure qu'on lit son livre, on a l'impression que plus on le lit, moins il y a de chances qu'il y ait de vie extraterrestre. C'est aussi peut-être un reproche, un côté un peu étonnant dans son livre, c'est-à-dire que parfois il dit, il y a des phrases du genre depuis Copernic, on n'a jamais vu la Terre au centre de l'univers. Mais en même temps, même si la Terre, d'après lui, donc, n'est pas en effet au centre de l'univers, mais finalement, en donnant à la Terre ses caractéristiques absolument uniques, d'une certaine manière, il lui redonne une stature unique et la replace quelque part au centre de l'univers, même si c'est pas un centre géographique. Donc c'est un peu paradoxal, en fait, je trouve, à la lecture de son livre. Donc, il ne dit pas que la Terre est unique, il dit qu'en gros, s'il en existe d'autres, elles seront extrêmement peu nombreuses. Alors, la nuance que je dois apporter, c'est que, comme on a vu pour André Maeder, la vie émerge dès qu'il y en a la possibilité. Et André Maeder va soulever un autre problème. En fait, il dit, ce qu'il nous dit, c'est que il faut bien distinguer la vie sous la forme de bactéries et la vie sous la forme de civilisation intelligente. Quand j'étais jeune, donc, je me suis toujours intéressé à ces questions de vie extraterrestre. Notamment, je suivais avec intérêt les développements du programme SETI, les différents développements du programme SETI. Donc, c'est un programme qui a été porté par la NASA et qui vise à la recherche de civilisations extraterrestres ailleurs dans l'univers. Donc là, on parle bien de civilisation extraterrestre, c'est-à-dire d'extraterrestres intelligents, d'extraterrestres technologiques, qui ont mis en place des technologies avancées. Or, ce que nous dit André Maeder, c'est que
pour que des bactéries puissent vivre, en fait, les bactéries peuvent vivre dans des milieux extrêmes. Voilà. C'est-à-dire que la vie bactérienne peut se développer dans des milieux extrêmes. En revanche, pour qu'un organisme pluricellulaire complexe, comme un poisson, un chat, un oiseau, puisse se développer, les conditions de vie doivent être extrêmement drastiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont besoin de températures entre 0 et 50 degrés, etc. C'est-à-dire que pour qu'une vie pluricellulaire complexe puisse émerger, il lui faut des questions de vie, des conditions de vie extrêmement spécifiques, telles qu'elles existent sur la Terre. Et ce sont ces conditions de vie qui sont extrêmement improbables et qui sont, d'après lui, encore une fois, peut-être uniques, à savoir uniquement sur la Terre. Mais ce n'est pas tout. André Maeder soulève encore un problème. Imaginons, soyons fous, qu'il y ait quelque part une sœur jumelle de la Terre. Ce qui est, comme nous venons de le voir, statistiquement très improbable. Et imaginons en plus que la vie naisse sur cette planète, ce qui est encore statistiquement plus improbable. Rien ne nous dit que l'évolution de ces premières cellules conduira à la formation d'un être intelligent, doué de conscience et en mesure de fabriquer des objets technologiques. Il y a plusieurs théories de l'évolution, mais aujourd'hui dans les universités, la théorie de l'évolution qui est massivement enseignée, c'est le néo-darwinisme. Lorsque j'étais étudiant en biologie, j'ai eu des cours de néo-darwinisme. L'intitulé de l'UV, c'était, je crois, génétique et développement des populations. Or, dans une perspective néo-darwinienne, l'émergence d'une espèce intelligente au sein du vivant est un accident. C'est un phénomène extrêmement improbable. Autrement dit, même s'il existe une planète similaire à la Terre, même si la vie émerge sur cette planète, les chances que l'évolution aboutisse à un être intelligent est statistiquement extrêmement faible. Et donc maintenant, on passe à notre troisième astrophysicien. Donc notre troisième astrophysicien, c'est Trinh Xuan Tuan, qui est un astrophysicien. Alors je vous donne quelques éléments biographiques. Donc il a une double nationalité, vietnamienne et américaine. Il est professeur d'astrophysique à l'université de Virginie. Il est aussi chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris et membre de l'Université interdisciplinaire de Paris. Il parle notamment très bien français. Face aux trois impossibilités statistiques que nous venons de voir, c'est-à-dire 1. D'avoir une planète habitable, 2. Que la vie émerge, 3. L'apparition d'une espèce intelligente, Trinh Xuan Tuan a une réponse claire. Dieu existe. L'univers est ordonné, guidé et structuré par une intelligence. Pour lui, le hasard n'est pas en mesure d'expliquer ce que l'on observe. À ce niveau-là, nous ne pouvons pas être le résultat d'un triple coup de chance extraordinaire. Il fait aussi référence à une quatrième impossibilité statistique, celle des constantes de l'univers. Il existe des constantes qui structurent l'univers. Modifiez seulement une des constantes et vous obtenez un univers très différent d'une autre. Ces constantes forment une combinaison avec des millions et des millions de combinaisons possibles selon la valeur que chacune des constantes prend. Or, de toutes les combinaisons possibles, il n'y en a que très peu qui structurent un univers dans lequel la vie est possible. Or, encore une fois, malgré l'impossibilité statistique, les constantes de notre univers correspondent précisément à celles où la vie est possible. Pour Trinh Xuan Tuan, la vie n'est pas un accident, un heureux hasard, mais bien au contraire la finalité de l'univers. L'univers a été créé avec l'objectif de faire du vivant. Je le cite. Il est quasiment certain que les futures générations de scientifiques affineront cette image d'un univers immatériel,
profondément ordonné et comme résultant d'une intention, d'une intelligence en somme. Pour Trinx-Antoine, il est clair que l'univers est le résultat d'une intention. Mais il va encore plus loin. Je crois fermement que si l'homme est doué d'intelligence, c'est parce que la conscience n'est pas un heureux hasard de l'évolution. Ce n'est pas un simple accident de parcours dans la grande fresque de l'univers. Comme la vie, elle a été programmée dans l'univers de façon extrêmement précise, dès la naissance de ce dernier. Autrement dit, pour Trinx-Antoine, l'univers a été créé non seulement dans l'objectif de faire du vivant, mais bien plus, pour faire advenir une espèce intelligente, une conscience. Car si Dieu n'existe pas, alors cela signifierait que nous devons notre existence à 4 coups de chance successifs absolument monumentaux. L'existence de Dieu et donc d'un univers créé pour donner la vie et faire émerger la conscience ouvre la possibilité de vie extraterrestre. Alors il y a aussi un dernier élément sur lequel je voudrais venir avec Trinx-Antoine, c'est qu'on pourrait croire qu'il est le symétrique du premier astrophysicien français qu'on a vu, celui qui est matérialiste athée. Et qu'en gros, d'un côté on a le matérialiste athée, et de l'autre côté on a le croyant panthéiste. Trinx-Antoine se dit panthéiste. Donc en gros, qui croit qu'il y a une intelligence, que l'univers est porteur d'une intelligence qui oriente, qui guide et qui structure l'univers. Mais en réalité, ils ne sont pas complètement symétriques. Parce que notre astrophysicien français, matérialiste athée, en fait, il part du postulat du matérialisme, il dit le monde, en fait, en gros, nous sommes dans un monde qui n'est que matière et hasard. Donc, j'en déduis toute une série de choses, et notamment qu'il ne peut pas y avoir de vie extraterrestre. Mais il part du postulat du matérialisme. Trinx-Antoine, c'est pas la même chose. Il part pas du postulat qu'il y a une intelligence dans l'univers, mais c'est l'inverse. Il dit, quand je regarde l'univers, je ne peux qu'en déduire qu'il y a une forme d'intelligence qui le structure. C'est-à-dire qu'il dit pas, je pars du principe qu'il y a une intelligence qui structure l'univers, et donc voilà ce que j'en déduis. Non, il dit, quand je regarde l'univers, je ne peux qu'en déduire qu'il y a une intelligence qui le structure. Alors que pour notre astrophysicien français, c'est pas ce qu'il dit. Il dit pas, quand je regarde l'univers, je ne peux qu'en déduire que le matérialisme et l'athéisme. Non, il dit, je suis matérialiste et je pars du principe que Dieu n'existe pas. Donc, j'en déduis que l'univers est ainsi et que la vie ne peut pas apparaître ailleurs. Donc on voit qu'ils ne sont pas symétriques. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui dit je pars du principe que Dieu existe, l'autre, je pars du principe que, et l'autre qui dit que je pars du principe que Dieu n'existe pas. Non. Il y en a un qui part du principe que Dieu n'existe pas, et l'autre qui dit quand je regarde l'univers avec objectivité, en tout cas c'est ce qu'il exprime, je ne peux qu'en conclure qu'il y a une forme d'intelligence dans l'univers et donc que Dieu existe. Donc on voit qu'ils sont pas, la démarche n'est pas la même. Il y a un dernier point sur lequel je voudrais revenir. Trinx-Antoine se dit panthéiste, comme Einstein ou comme Spinoza. Et sur ce point précis, je ne le rejoins pas. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, je suis catholique pratiquant, et si je ne suis pas panthéiste, c'est notamment parce que pour le panthéisme, il existe un Dieu qui structure l'univers, mais c'est un Dieu qui est totalement indifférent à sa création et notamment indifférent à nous. D'une certaine manière, son indifférence pour les panthéistes est un signe de sa supériorité. Nous ne sommes finalement que des insectes perdus sur une petite planète qui erre dans l'univers et Dieu n'a que faire de notre existence. Je ne pense pas que ce soit le cas. Et notamment parce que je trouverais très étonnant que l'univers ait été créé avec la finalité de produire un être intelligent doué d'une conscience, comme le pense Trinx-Antoine, et qu'en même temps, ce Dieu créateur soit complètement désintéressé de la finalité de l'univers qu'il crée. Autrement dit, je pense qu'au contraire, nous avons beaucoup plus d'importance au regard de Dieu que ce qu'on a bien voulu nous faire croire depuis Newton.
Nous arrivons au terme de notre parcours. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, ça aide à son référencement. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de la vie extraterrestre, de l'existence de Dieu. Je lirai vos commentaires, même si souvent je n'ai pas le temps d'y répondre, mais en tout cas je les lis. N'hésitez pas bien sûr à vous inscrire sur cette chaîne YouTube, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de la publication des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site epit.com pour recevoir un mail lors de la publication des nouvelles vidéos. Et je vous invite bien évidemment à aller voir notre site partenaire de vêtements chrétiens, DLAM.fr. Je vous dis à bientôt pour une prochaine épître.